Le chevalier au cœur d'argent. Tout au bord de la rivière que l'on nommait la Mistragelle, se trouvait un château robuste et imposant dans lequel vivait un grand seigneur. En ces temps de paix, il s'employait à façonner les plans de son vaste territoire. Châteaux, ponts, moulins, halles au marché, lavoirs, chemins forestiers, routes, chapelles, rien ne le rendait plus heureux que d'embellir et magnifier ses terres chéries. Godomer, tel était son nom, après l'office matinal, partait de longues heures à cheval et s'informait de l'avancée des travaux en cours ici ou là. Il aimait la compagnie des maçons, des tailleurs de pierre, des forgerons, des agrimendeurs, des verriers, des charpentiers, et surtout l'ambiance des travaux de construction. Comme un peintre, Godomer esquissait son domaine, et les artisans, avec leurs habiletés admirables, donnaient vie à ses imaginations. Et c'est bien vrai, cette seigneurie était la plus belle de tout le pays. Les rivières cristallines étaient poissonneuses, les forêts avec leurs arbres centenaires enchanteresses. Les vallons étaient ventrus et l'herbe bien grasse. Les sources pures étaient nombreuses et désaltérantes. Les champs fertiles, les prés fleuris, le ciel et la Mistragelle coloraient son monde de 1000 nuances. Tout en haut de la colline de Bellevue, Godomer venait seul. En secret, il jouait de la flûte et en mêlant sa musique au vent, il bénissait ses terres et tous ses habitants. Ah, que ces temps étaient savoureux! Quelle était donc cette bienheureuse fée qui ainsi s'était si généreusement penchée sur le berceau de cette contrée prometteuse? Avec cette interrogation, le seigneur rentrait de ses longues promenades et le château l'accueillait le cœur en fête. Laudine, son épouse bien-aimée, organisait de grands dîners. Perdrix, faisans, chevreuils et poissons rivalisaient sur l'immense table où se réunissaient les convives. Le vin, les musiciens et les cracheurs de feu égayaient les esprits. On riait et on dansait jusqu'à l'étourdissement. Un soir, en ce début d'été, Godomer prit solennellement la parole. Les récoltes s'annonçaient abondantes et le temps était venu pour rappeler sur les terres qu'il avait vu naître Landry, son fils aîné. Le seigneur avançait en âge et en homme prudent. Il souhaitait enseigner lui-même à son héritier les subtilités de la gestion du vaste territoire dont il aurait bientôt la charge. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Landry serait un excellent successeur, formé chez son oncle maternel. Cavalier hors pair, il avait maintes fois montré sa bravoure, son agilité et ses grandes qualités morales lors de joutes ou de combats lointains. En l'honneur de Landry et pour célébrer son retour prévu après les moissons, une immense fête de 3 jours aurait lieu autour du château et dans tous les bourgs du domaine. Cette annonce se répandit comme un parfum de lilas et chacun se prit au jeu des préparatifs. Les 2 mois qui suivirent l'annonce de Godomer furent des jours radieux. Le peuple entier, tout de cœur, préparait ces 3 jours avec beaucoup de ferveur et d'inventivité. Les hommes fabriquaient tonnelles, tables, jeux de bois, tréteaux pour les spectacles. Les femmes, quant à elles, confectionnaient les plus belles robes pour leurs filles et pour elles-mêmes. Elles enduisaient leur peau avec des hydrolats en plâtre, fard, huile de myrrhe, et lavaient leurs longs cheveux avec de la paille d'avoine et des fleurs de genêt. Les rires et toute cette beauté créée pour l'occasion dulcifiaient les âmes, et tout en attendant ardemment la grande fête, beaucoup auraient voulu qu'elle n'arrive jamais, pour n'avoir qu'à la préparer sans cesse, tant cela était bon et cela resserrait les liens entre les êtres. Au château, l'effervescence était à son comble. Les murs étaient ornés de somptueuses tapisseries, et peu à peu, convives, chevaliers, ménestrels, troubadours, jongleurs, acrobates et montreurs d'ours arrivèrent pour lancer les festivités. Et le jour arriva. Landry, depuis sa fenêtre, était ébloui et intimidé par l'envergure de ce qui lui était donné à vivre, et il en ressentait beaucoup de gratitude. Il mesurait du haut de son jeune âge la responsabilité que lui léguait son père. Il ne lui transmettait pas seulement une terre à protéger, mais aussi un peuple heureux. Une grande messe fut donnée, la plus belle qui soit.
Les chants liturgiques étaient si magnifiquement interprétés qu'ils semblaient se diffuser et répandre leurs bienfaits à 1000 lieues à la ronde. La fête, désormais sous la protection des saints, des anges et du bon Dieu, pouvait commencer. Les réjouissances battaient leur plein. Partout on dansait des caroles, on chantait et on s'extasiait devant les prodiges des acrobates et des magiciens. Les enfants, tout en étant impressionnés, étaient attirés par les ours qui grondaient en se tenant debout sur leurs pattes antérieures, et tous plaisantaient en dégustant nougats, darioles et beignets. Au château, le banquet était gargantuesque. Toute la noblesse était réunie. Les femmes superbes étaient vêtues de cottes, surcots, mantelles bordées d'hermines, touraises ou barbettes. Les hommes, parés de leurs plus beaux atours, jouaient aux échecs, aux dames, au tric-trac ou à la merelle. Ils se défiaient d'humeur joyeuse et organisaient des tournois. Le deuxième jour, comme cela était convenu, Godomer invita Landry à sortir du château. Le cortège allait traverser quelques villages alentours, car il était bon, selon le Seigneur, de toujours se tenir proche du peuple. Partout l'accueil était triomphal. Landry et son père étaient acclamés et se déroulaient sous les sabots de leurs chevaux, des tapis de fleurs et des salves de bénédiction. Arrivé au dernier bourg, le cortège fit halte pour reposer les chevaux. En ce début de soirée, le soleil semblait ambrer les pierres et les visages d'une luminosité extraordinaire. Landry et son père se rendirent sur la place du village pour apaiser leur soif et honorer les habitants. La foule s'inclina à leur passage et les musiciens arrivèrent. Avec énergie, ils jouaient leurs airs les plus enjoués, et les jeunes filles, légères et fraîches comme le printemps, se mirent à danser en ronde. Père et fils, grisés par l'hydromel et le prunelé, étaient ensorcelés par les rythmes rapides et les danses de ces jouvencelles. Ils frappaient des mains, exprimant ainsi leur contentement, et profitaient du ravissement de l'instant. Mais soudain, l'une d'elles, la plus hardie, nul doute, sortit de la ronde en pas de danse et vint inviter avec une grâce et une audace à couper le souffle Landry à les rejoindre. Le pauvre garçon crut bien qu'il allait tomber en pâmoison devant cette beauté gracile. Il la dévisagea longtemps. Ses cheveux longs et soyeux, dorés comme les blés, étaient ornés d'une couronne de fleurs. Son teint était pâle, ses lèvres roses et ses yeux couleur bleuet. Sa robe, simple mais si joliment cousue, valorisait sa taille fine et épousait merveilleusement le charme de ses gestes. En dépit de toutes les conventions, Landry retira son manteau d'écarlate et accepta la proposition. Main dans la main, ils rejoignirent la ronde et ils dansèrent, et les musiciens, trop heureux de la tournure que prenaient les événements, enchaînèrent avec allégresse les airs les plus entraînants de leur répertoire. La nuit était tombée, et c'est autour d'un ardent feu de joie que les farandoles se succédaient en défiant le temps. Landry était ébloui. Les mains de cette fée aux traits infiniment délicats avaient la douceur de la soie. Son corps bougeait avec assurance et sensualité. Son sourire innocent illuminait son visage et embrasait le cœur du jeune homme. Landry aurait voulu que cette soirée dure toujours, ou bien mourir tout net, comme désagrégé dans cet excès de perfection. Godomer lui-même s'était laissé transporter par le charme de la fête. Qu'à cela ne tienne, il dormirait à l'auberge cette nuit. L'heure était bien trop avancée pour rentrer au château. Mieux valait être prudent, et puis il n'avait pas le cœur de soustraire son fils à ces instants d'insouciance. Malgré tout, petit à petit, les villageois quittèrent la fête et on joua la dernière danse. Landry, tout inondé de sentiments, salua la belle en s'inclinant et lui demanda son prénom. Il ne ferma pas l'œil de la nuit. Il revivait sans cesse les échanges de leurs regards, les sourires qu'ils s'étaient adressés, l'intensité de leurs deux mains réunies, les effluves de son parfum, son audace lorsqu'elle s'était approchée de lui et surtout son air soudainement timide lorsqu'elle lui avait révélé son prénom. Béline, elle s'appelait Béline. Au petit matin, ils quittèrent l'auberge. Landry avait le sentiment d'être arraché à un songe. Il était soumis à des mouvements intérieurs violents et impétueux comme la houle. À la fois exalté et déchiré, vulnérable et conquérant, il éprouvait de tout son être pour la première fois les morsures implacables de l'amour.
Mais il restait encore un jour de fête, et Landry devait faire bonne figure malgré le tremblement intérieur qui l'agitait et sur lequel il n'avait aucune prise. Bon an mal an, il se prêtait aux convenances, mais son esprit était ailleurs. Au dîner, Laudine prit soin de placer Jodelle près de Landry. Godomer et son cousin Germain étaient à la manœuvre depuis plusieurs mois. Ils s'étaient tous deux accordés sur l'idée que le mariage de leurs enfants assurerait la paix et renforcerait le pouvoir ainsi que le rayonnement de leurs seigneuries respectives. Jodelle, ravissante et bien éduquée, serait une parfaite épouse. Elle avait beaucoup d'admiration pour Landry d'ailleurs et se réjouissait de le revoir. Les pères complices observaient du coin de l'œil leurs enfants, espérant voir naître entre eux les balbutiements d'une amitié. Mais au fil du repas, Godomer se tracassa de voir son fils totalement indifférent au charme et à la conversation de Jodelle. Il chassa ses pensées en mettant cette attitude sur le compte de la fatigue. Il aurait bien d'autres occasions. Au grand soulagement de Landry, les réjouissances prirent fin. Épuisé par les politesses, il n'avait qu'une hâte, se retrouver seul pour penser et repenser encore à la jolie Béline. Et en effet, les jours suivants, Landry passa son temps à rêvasser, à faire de longues promenades solitaires à cheval, à composer poèmes et chants pour celle qui avait incendié son âme. Il avait fait livrer des pigments, liants et pinceaux, parce qu'il s'était mis en tête de peindre le visage de Béline, pour ainsi pouvoir la contempler à sa guise. Plus aucun divertissement usuel ne l'intéressait. Il prétextait d'être souffrant pour décliner les parties de chasse, les joutes équestres. Il boudait les dîners et la compagnie des autres, parce qu'il l'empêchait sans le vouloir d'être tout entier tourné vers son unique amour. Et là était son axe et son tourment. Un jour, lors d'une promenade, il aperçut au loin dans un verger une jeune fille qui cueillait des pommes. À mesure qu'il s'approchait, Landry sentit son cœur palpiter toujours plus fort, et il comprit bientôt les raisons de ce trouble en devinant la silhouette de Béline. Et en effet, il reconnut distinctement la fraîcheur innocente de ses gestes et sa démarche légère. Il arrêta son cheval et l'attacha au tronc d'un jeune chêne et se rapprocha sans bruit. Poussé par une force qui le précédait, Landry était irrésistiblement dévoué au murmure de son cœur. Lorsqu'elle le remarqua, Béline, interdite, fit tomber au sol son panier de pommes, et Landry accourut. Et c'est comme s'ils se reconnurent, comme s'ils étaient liés depuis la nuit des temps. La pluie se mit à tomber, Béline offrit sa plus jolie pomme, et Landry lui souffla qu'il l'attendrait chaque vendredi après l'office de la nonne près de ce même pommier. Ils se quittèrent sous l'ondée, inconscients et dépassés par l'élan qui inexorablement les poussait l'un vers l'autre. Les vendredis suivants, ils se retrouvaient en secret, et Landry lui chantait ses plus beaux poèmes. Il se comportait avec douceur et avec de jolies manières, comme il l'aurait fait pour une noble dame. Ici, la noblesse n'était pas ostensible, elle nichait dans la pureté de leurs sentiments. Au château, Godomer commença à se soucier de l'attitude de son fils qu'il peinait à reconnaître. Qu'allait-il donc advenir de lui s'il continuait à se soustraire aux occupations qui lui incombaient ? Pourquoi donc refusait-il de concourir aux tournois et aux joutes alors que sa force était sans nul autre pareil ? Les langues commençaient à jaser et il se disait ici ou là que Landry faisait preuve de couardise. Il était temps d'intervenir pour que cessent ces commérages et aussi de préparer les noces avec Jodelle. Godomer convoqua son fils pour une entrevue et lui fit part de son inquiétude et du projet de mariage. En épousant Jodelle, Godomer et son cousin renforceraient leur prestige et tiendraient en respect les ennemis trop nombreux qui convoitaient les terres de leur seigneurie. Godomer, très attaché à sa contrée, avait maintenu jusqu'ici la paix et il comptait bien faire cela perdurer. Landry ne sut comment masquer la tristesse qui s'emparait de lui. Il lui était impossible d'imaginer ce mariage. Comment pourrait-il livrer ces deux femmes ainsi que son âme à l'échafaud du mensonge et de la trahison ?
Avec fermeté, Landry, n'écoutant que son courage, répondit qu'il ne pouvait pas s'unir à Jodelle, que rien ni personne ne le ferait changer d'avis, car son cœur tout entier était voué à une autre. Très contrarié par cet affront imprévisible, Godomer congédia son fils en remettant à plus tard cette conversation. Laudine tenta de parler à son fils avec douceur et bienveillance, mais elle sentit dans son cœur de mère que ses paroles se heurtaient aux fortifications qu'il avait érigées tout autour de son sublime amour. Personne ne savait de qui s'était énamouré le jeune homme et Godomer mena l'enquête. Il fit suivre Landry par un homme de confiance et bientôt apprit que c'est auprès d'une jeune paysanne que son fils allait conter Fleurette. C'en était trop. Les choses devaient rentrer dans l'ordre plus vite avant que le scandale n'éclate et ne vienne éclabousser la renommée de leur auguste lignage. Pourtant, malgré les explications, les concessions qu'était prêt à faire Godomer, les disputes, la douceur, le chantage, Landry ne fléchissait pas. Ce dernier comprenait son père et se sentait bien malheureux de lui causer autant de désagréments, mais ceux qui lui demandaient étaient trop étrangers à sa nature. Landry ne parviendrait jamais à renier son amour, ni même à le salir en s'en montrant indigne. Là n'était pas sa décision, mais une injonction intime qui le surpassait. Puisque Landry se montrait obstiné, il lui serait désormais interdit de quitter le château sans être accompagné et sans autorisation. Les jours suivant cette décision, Landry était comme un lion en cage. Lorsque le vendredi arriva, il parvint par la ruse à s'enfuir caché dans une charrette qui contenait du fourrage. Lorsqu'il retrouva Béline, Landry ne révéla presque rien de la situation, mais lui expliqua qu'il ne pourrait désormais plus la rencontrer de la même manière et qu'il faudrait être patient pour à nouveau se revoir. Ces deux enfants étaient profondément peinés par ce cruel dessein, mais puisqu'ils étaient encore réunis, ils savourèrent avec félicité chaque seconde, chaque frôlement, chaque caresse, chaque promesse. Ensemble, ils échappaient à leurs conditions, et leur passion les berçait entre rire et naufrage. Avant de se quitter, Landry ôta sa bague sertie de lapis-lazuli et de grenat et l'offrit à Béline en lui jurant l'éternité. À son retour, Landry fut accueilli par son père glacial. Il se réfugia sans mot dire dans sa chambre et entendit le verrou de sa porte se fermer derrière lui, sonnant ainsi le glas de ses escapades. Et démarra un combat acharné entre les deux hommes. Godomer tentait de mesurer sans trêve l'amour de ses terres à celui de la belle. Aux grandes dames du Seigneur, Landry ne cédait rien. Il lui fallait donc trouver un autre moyen pour parvenir à ses fins. Un matin, Godomer prit quelques effets personnels et quitta mystérieusement le château. Ce long voyage le mena jusqu'à une maisonnette en bois isolée qui se trouvait à l'orée d'une forêt épaisse et profonde. Ici vivait une vieille femme borgne que l'on appelait la mandragore. Godomer n'était pas rassuré. C'était la première fois qu'il rencontrait la borgne et ne savait pas à quoi s'attendre. Avant qu'il n'eût le temps de frapper à la porte, une voix d'outre-tombe lui demanda d'entrer. La mandragore l'invita à s'asseoir dans l'obscurité de l'unique pièce de l'habitation et lui demanda les raisons de sa venue. Elle écouta intensément les explications et requêtes du Seigneur. Quand il eut fini, elle lui demanda de faire silence. Après un temps de recueillement, elle alluma 7 bougies qu'elle disposa sur la table en demi-cercle en récitant des formules occultes qu'elle entrecoupait par de profondes inspirations. Puis lentement, elle remplit d'eau claire une écuelle en bois d'aulne. Elle but une gorgée de cette eau et invita Godomer à en faire de même. Elle plaça l'écuelle entre les bougies et fit une incantation étrange en plaçant ses 2 mains noueuses au-dessus de l'eau. Puis elle souleva le récipient et le colla contre son front. Elle exécuta 6 fois ce rituel, et à chaque fois que l'écuelle touchait la peau ridée de la vieille, une bougie s'éteignait, mais la 7e fois, toutes se rallumèrent. Godomer était très impressionnée par la force du cérémonial. Elle ne comprenait pas bien en quoi consistaient tous ces gestes, mais il était fasciné. À nouveau, la mandragore but une gorgée d'eau et tendit l'écuelle à Godomer. Lorsqu'il y trempa ses lèvres, le Seigneur fut très étonné de constater que l'eau n'était plus la même.
Elle était devenue légèrement sirupeuse, étrangement sucrée, elle avait un délicieux goût de pomme mêlé à des saveurs florales. Les mondes invisibles avaient parlé. L'eau était pareille à l'amour que partageaient Landry et Béline. Il était sucré et suave, fleuri comme le printemps et fécond par le fruit. Les bougies, en s'étant toutes rallumées, signalaient que rien ne pourrait jamais éteindre ce lien. La mandragore n'y pouvait rien, cela surpassait ses sortilèges. Elle ne connaissait qu'une seule possibilité pour satisfaire Godomer, exiler le cœur de Landry, l'éloigner de lui suffisamment pour mettre à distance ses sentiments. Il fallait donc user d'un sortilège pour extraire le cœur du jeune homme et le cacher précieusement en lieu sûr parce que l'organe devait toutefois continuer de battre pour maintenir Landry en vie. La mandragore promit qu'elle reviendrait au château lors de la prochaine pleine lune pour exercer sa magie. Cela laisserait également le temps à Godomer de bien mesurer les conséquences de sa demande. Troublé, Godomer prit congé et retourna au château. Les nuits suivantes, le sommeil du Seigneur était très agité. Il faisait des rêves étranges et dérangeants qu'il ne savait comment interpréter. Godomer n'avait pas la force de prendre seul la décision, il avait besoin de conseils, et c'est auprès de son cousin, dont l'amitié n'avait jamais failli, qu'il alla se confier. Les deux hommes discutèrent longuement avec gravité, et finirent par conclure que la proposition de la sorcière était le moindre mal. Landry ne remarquerait rien, la mandragore était formelle, l'opération ne laisserait aucune trace sur la poitrine et aucun souvenir de la petite paysanne. Le jour de la pleine lune, la vieille arriva comme elle l'avait dit, et Godomer lui fit part de sa décision. Elle donna une fiole et demanda qu'on verse 2 gouttes du liquide dans la coupe de vin de Landry pour qu'il s'endorme et qu'elle puisse opérer dans la nuit. Personne ne vit ce qu'elle fit dans la chambre du jeune homme, mais cela dura de longues heures. Le lendemain, à l'aube, elle remit à Godomer un coffre en argent orné de pierreries dans lequel se trouvait le cœur palpitant de son fils. L'émotion était immense et le père se précipita dans la chambre avec le coffre entre les mains pour voir si Landry était toujours en vie. Il se pencha, colla l'oreille contre son torse et n'entendit aucun battement. Mais il constata avec soulagement que son fils dormait en respirant calmement. La mandragore, qui n'avait plus de raison désormais de rester au château, enjoignit Godomer avant de partir de bien mettre en sécurité son trésor. Godomer fit tailler un petit bloc de roche et y encastra le coffre. Le soir même, il partit à cheval et enterra l'écrin au pied d'un bel oratoire. Les semaines suivant cette étrange nuit, Landry n'était plus que l'ombre de lui-même. Il était docile et son visage figé n'exprimait plus aucune émotion. Tous ses gestes étaient effectués de manière mécanique. Il ne ressentait ni tendresse ni aversion, ni joie ni tristesse. Son esprit se référait à un cadre et aux conventions. Plus rien ne semblait toucher le jeune homme qui ne riait plus et ne s'émerveillait plus de rien. Il avait cependant gardé toute son intelligence et son sens critique. Ainsi, il accepta d'épouser Jodelle par logique et par stratégie. Bien que tout semblât s'arranger, le pauvre Godomer subit l'étreinte de son secret. Rongé par sa mauvaise conscience, il perdit le sommeil et l'appétit. Qu'avait-il donc fait de son fils ? Et que pouvait-il bien dire à Laudine qui s'inquiétait de voir son beau garçon complètement éteint et insensible à tout ce qui le rendait auparavant joyeux ? Comment avait-il pu s'adonner à ces diableries et comment en sortir ? Godomer était seul et n'avait aucun soutien, pas même celui de son cousin qui ne comprenait pas ses états d'âme. Amaigri et tourmenté, il retourna chez la mandragore et lui demanda de rompre le sortilège et de rendre son cœur à Landry. Mais cette dernière lui avoua qu'aucun retour n'était possible, que cette sorcellerie-là était irrévocable. La nouvelle plongea Godomer dans un abîme profond. La honte et la culpabilité lui comprimaient les entrailles. Il demandait pardon au ciel, à Dieu, pour le sacrilège qu'il avait commis par manque de foi et par égoïsme. Sa douleur était accrue par le poison de l'angoisse. En effet, le Seigneur était terrifié par l'idée que l'on retrouve le coffre. Une mauvaise manipulation et son fils trépassaient.
Supplicié, il allait chaque jour prier devant l'oratoire et ainsi vérifier que le coffre était toujours à sa place. Curieusement, il y avait toujours des fleurs fraîches ou des arrangements de saison qui ornaient le petit édifice. Et un jour, Godomer croisa Béline, la petite paysanne, et il entreprit de lui parler. La jeune fille, si douce et si sensible, expliqua à Godomer qu'elle aimait venir ici, que ce lieu devait être bien spécial, car tout son être chantait dès qu'elle s'en approchait. C'est elle qui venait chaque jour fleurir l'oratoire, parce qu'il effaçait magiquement tous ses chagrins. « Croyez-vous que les pierres soient vivantes ?» lui demanda-t-elle. « Oui, mon enfant, elles le sont, et celle-ci plus particulièrement encore, lui répondit-il. L'état de santé de Godomer déclinait gravement. Il ne se nourrissait plus depuis longtemps et était si faible qu'il ne pouvait plus quitter son lit. Il sentit son heure arriver comme un grand soulagement, car rien ne pouvait être pire martyr que le remords d'un père infanticide. Dans un ultime sursaut, Godomer réunit la force qui lui restait et écrivit une lettre à Landry. Il n'oublia rien, la fête, ses terres, les danses, Béline, son immense amour, le projet de mariage, la mandragore, le cœur, le coffre, l'oratoire. Il finit sa lettre en implorant son pardon et en lui indiquant où était exactement enterré son cœur. Le destin était désormais entre les mains du jeune homme. Son père lui avait rendu son bien. Godomer scella la lettre et mourut dans cette dernière révérence. Landry lut la lettre de son père sans émotion. Son intelligence cependant était piquée et il se demanda froidement quels étaient les avantages et inconvénients à retrouver son cœur. Instinctivement, il ne parla à personne de la lettre qu'il laissa négligemment posée sur l'écritoire et remit à plus tard sa réflexion car il avait à faire. Mais le lendemain, Jodelle, qui passait par là, trouva la lettre. Elle reconnut l'écriture de son beau-père. Lorsqu'elle découvrit le contenu, elle en fut totalement bouleversée. Elle comprit soudain pourquoi Landry était si changé, si froid et si impassible. Elle éprouva une tristesse immense en pensant à Godomer, à Landry et à elle-même qui ne serait donc jamais aimée. Jodelle médita longuement sur cette étrange histoire dont elle était malgré elle l'une des protagonistes et choisit, puisqu'elle seule en était capable, d'en être l'héroïne. Le soir même, elle se rendit à l'oratoire et déterra le cœur de son époux. Elle descella le coffre et prit le chemin du retour. Plus Jodelle s'approchait du château, plus Landry qui lisait dans sa chambre était troublé. Au rythme de Jodelle, Landry retrouvait doucement ses émotions. Au souvenir de son père, une larme roula sur son visage. Et puis tout devint de plus en plus net. Sa mémoire se raviva et il se rappela de la lettre de ces derniers mois, de Béline, son magnifique amour. Landry crut bien qu'il allait perdre la raison tant ses émois étaient violents. Il ressentait un amour fou, de la colère, du désespoir, de la compassion, de la tristesse, de la liberté, de la peur. Tout son être n'était plus qu'un feu lorsque Jodelle frappa à la porte. Elle entra calmement, sublime, offerte à la vérité, et dans une infinie sagesse, elle s'inclina et lui rendit son cœur.